Passons à la seconde audio capsule et voyons maintenant la chute d'Allende et de la démocratie. C'est la troisième partie, une démocratie renversée. Démocratie renversée. Premier point, la négation des principes démocratiques. Bon, j'ai pas trouvé un titre plus approprié. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas le gouvernement d'Allende qui va nier les principes démocratiques, c'est l'ensemble de la société civile qui ne va plus répondre à ces principes démocratiques. C'est tout le paradoxe. Bon, l'UP, l'unité populaire, elle est divisée. Mais la ligne d'Allende, elle s'impose malgré tout sur la ligne la plus radicale. C'est-à-dire c'est la ligne la plus modérée, celle du réformisme qui l'emporte, alors qu'on l'a vu, la pression d'une partie importante des forces ouvrières serait favorable à une affirmation plus radicale. La diapositive numéro 10 nous montre par exemple l'action des cordons ouvriers. Les cordons ouvriers, cordons ouvriers, c'est pas on parle de cordons industriels, si on voulait traduire un petit peu plus explicitement. En fait, si on prend l'exemple de la crise d'octobre 72, on a des travailleurs qui vont s'organiser pour limiter les effets des grèves et maintenir la production et la distribution. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a vu, il y a une opposition dans la rue et il y a aussi une opposition dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui font grève et puis il y a des ouvriers qui refusent de faire grève pour soutenir le gouvernement et l'action d'Allende. Notamment le Parti communiste, c'est-à-dire que les réformistes sont parfois un peu timides et les communistes seraient davantage une branche sur laquelle, au moins physiquement, pourrait s'appuyer Salvador Allende, mais il va rester dans sa position réformiste. Cependant, face aux difficultés, Salvador Allende va remanier le gouvernement et il va notamment faire entrer des militaires au gouvernement, dont le général Carlos Prats, P-R-A-T-S, qu'il fait rentrer comme le ministre de l'Intérieur. C'était le chef des forces armées. L'idée, c'est de s'assurer de la loyauté de l'armée pour que la continuité de l'État puisse se faire. Il redoute évidemment qu'un coup d'État puisse intervenir. En mars 1973, l'UP va être confirmée d'une certaine façon. Alors de quelle façon? C'est qu'au moment des élections législatives, il va faire un score de 43%. C'est-à-dire que c'est son meilleur score. Il n'avait jamais fait un aussi bon résultat. Seulement, vous l'avez compris, il y a un mais. Le mais, c'est qu'il est tout seul, l'UP, face à l'opposition qui est regroupée et qui va avoir la majorité au Parlement. Et l'été pour nous, le printemps pour nous, qui correspond à l'automne, parce qu'on est dans l'hémisphère sud, l'automne 1973, les mois de mai et juin vont être difficiles pour le régime en place. Parce qu'en mai-juin, il y a une grande il y a des grandes manifestations et des grèves des mineurs. Ces mineurs, ils ont des revendications salariales. Des revendications salariales auxquelles l'exécutif ne veut pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas déséquilibrer les salaires. Et s'il augmente les salaires des mineurs, il faut augmenter les autres salaires, donc il s'y refuse. Et une grande partie de la mobilisation des mineurs, elle va trouver le soutien du Parti démocrate chrétien, qui soutient et récupère cette mobilisation. On a donc un climat délétère, un peu violent, qui conduit le gouvernement à décréter une nouvelle fois un état d'urgence. Alors, ces mineurs, ils vont entamer une grève, une marche, plus précisément, la grève, on en a déjà parlé, une grande marche qui va du sud et qui remonte vers Santiago, et lors de cette marche, il y a des heurts avec les forces de l'ordre. L'extrême gauche, elle demande à ce qu'on arme le peuple. Sauf que Allende, il veut pas armer le peuple. Lui, il est dans sa démarche et il veut continuer à dialoguer
et il veut continuer à respecter les institutions démocratiques. Fin juin a lieu un coup d'État. Un coup d'État qui va échouer, un coup d'État qui est réprimé par le général Prats et les forces armées légalistes. Reste que le Parlement y refuse d'accorder des pouvoirs extraordinaires à Salvador Allende qui les demande en regard de la situation exceptionnelle. Pendant ce temps-là, l'extrême droite, elle va organiser l'assassinat d'un militaire, le capitaine Arturo Araya. Alors, l'extrême droite en question, c'est le groupe Patrie et Liberté, dont on a déjà parlé, qui a décidé de rentrer dans la clandestinité et qui est toujours soutenu par la CIA. Une CIA qui va financer, pour rendre possible, une nouvelle grève des transporteurs. Le Chili arrive donc dans une situation de nouvelle paralysie. La situation est donc compliquée. La Chambre des députés va censurer le gouvernement sur sa gestion de la grève, ce qui fait que la situation politique devient difficilement stable pour le gouvernement. Rappelez-vous, le ministre de l'Intérieur, c'était un militaire, le général Carlos Prats, celui-là même qui a empêché le coup d'État. Eh bien, il est conduit à démissionner de ses fonctions politiques et militaires. Et à partir du moment où Prats démissionne, il faut nommer un nouveau commandant en chef des armées. Et le nouveau commandant en chef des armées, ça va être le général Augusto Pinochet. Alors Pinochet, P-I-N-O-C-H-E-T. Vous l'avez en diapositive, c'est la diapositive numéro 12 qui vous montre à quoi ressemble le général Pinochet à ce moment-là de l'histoire, entre guillemets. Donc, je vous avais demandé une petite biographie de Salvador Allende. Ben là, je vous demande la même chose pour Augusto Pinochet. C'est quoi son parcours jusqu'à ce moment-là, en 5 lignes. Pas besoin d'aller plus loin. La situation de crise devient de plus en plus manifeste parce que l'on a le leader du parti national, Onofre Yarpa, Onofre O-N-O-F-R-E, plus loin Yarpa J-A-R-P-A, alors on dit peut-être pas Yarpa, excusez-moi, qui il fait une annonce, et il dit Allende n'est plus le président constitutionnel du pays. C'est-à-dire qu'on entre dans une crise institutionnelle. Et l'extrême droite et la droite défient le gouvernement d'un point de vue institutionnel et il lui accorde plus de crédibilité. Et la gauche et l'extrême gauche vont elles-mêmes remettre en cause les décisions de Salvador Allende. Voici par exemple ce que la coordination des cordons industriels de Santiago déclare au président Allende, qui, alors pour eux c'est le camarade président Allende, et qu'est-ce qu'ils lui disent le 5 décembre 1973, ils lui ont envoyé une lettre, et donc on a pu étudier cette lettre. Nous vous prévenons, camarades, avec tout le respect et la confiance que nous vous portons encore, que si vous ne réalisez pas le programme de l'unité populaire, si vous n'avez pas confiance dans les masses, vous perdrez l'unique appui réel que vous possédez, comme personne et comme gouvernant, et vous serez responsable de porter le pays, non à la guerre civile, qui est déjà en plein développement, mais à un massacre froid, planifié, de la classe ouvrière la plus consciente et la plus organisée d'Amérique latine. L'avertissement de la gauche, c'est attention, on va vers le fascisme, soit vous nous armez et on entre dans la guerre civile contre les fascistes, soit vous perdez la face et vous perdrez le pouvoir. Nous, on connaît la suite de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, Salvador Allende, il reste sur ses positions de respect des institutions, il refuse de lancer le pays dans la guerre civile, et on sait que ça va entraîner la chute de son régime et de son propre pouvoir, et on va voir, normalement vous savez déjà ce qui va arriver à Salvador Allende. C'est le deuxième point, le putsch de septembre. Putsch de septembre, oui, un putsch va avoir lieu. Le document 1 de la page 60, que vous avez dans votre livre, qui est une photo connue, montre l'attaque du Parlement par les forces armées, un Parlement qui va essuyer des tirs de l'aviation également.
Et pour compléter cette image, qui est déjà en soi violente et qui fait comprendre qu'ici les militaires encerclent et vont prendre le palais, je vous invite à vous plonger dans un texte qui est une retranscription partielle du discours à la radio nationale qui est prononcé le 11 septembre 1973 par Salvador Allende, donc le document 5 de la fiche. Compatriotes, il nous est possible de faire taire les radios, et je prendrai congé de vous. En ce moment, sont en train de passer les avions, ils pourraient nous bombarder. Mais sachez que nous sommes là pour montrer que dans ce pays, il y a des hommes qui remplissent leurs fonctions jusqu'au bout. Moi, je le ferai mandater par le peuple, et en tant que président, conscient de la dignité de ce dont je suis chargé. Le capital étranger, l'impérialisme ont créé le climat qui a cassé les traditions. Je voudrais m'adresser à la femme simple de notre terre, à la paysanne qui a cru en nous, à l'ouvrière qui a travaillé dur et à la mère qui a toujours bien soigné ses enfants. Je m'adresse au personnel de l'État, à ceux qui depuis des jours travaillent contre le coup d'État, contre ceux qui ne défendent que des avantages d'une société capitaliste. Je m'adresse à la jeunesse, à ceux qui ont chanté et ont transmis leur gaieté et leur esprit de lutte. Je m'adresse aux Chiliens, ouvriers, paysans, intellectuels, à tous ceux qui seront persécutés parce que dans notre pays le fascisme est présent depuis déjà un moment. Les attentats terroristes faisant sauter des ponts, coupant les voies ferrées, détruisant les éoléoducs et les gazoducs. Face au silence de ceux qui avaient l'obligation d'intervenir, l'histoire les jugera. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que le sacrifice ne sera pas vain et qu'au moins ce sera une punition morale pour la lâcheté et la trahison. Bon, le discours, c'est plus intéressant de l'écouter en version originale. Vous le trouverez facilement sur Internet en cherchant un petit peu. Enfin, pas beaucoup même. Vous tapez Salvador Allende, dernier discours, et vous tomberez directement dessus, à mon avis, via YouTube ou une autre plateforme. Donc, Salvador Allende, il est face à une situation de crise et il veut en sortir. Et pour sortir de la crise, Allende, il a prévu un référendum. Un référendum qui a une mission, réformer la Constitution pour donner un nouvel élan démocratique au pays. Et il doit présenter publiquement son projet le 11 septembre. Sauf qu'évidemment, le même jour, est programmé un coup d'État qui se déclenche. On a d'abord les forces navales qui vont prendre le contrôle du port de Valparaiso, et on a l'armée de terre et l'armée de l'air qui vont prendre le contrôle de la capitale et encercler le palais présidentiel. En fait, ce coup d'État, il est organisé par tous les corps d'armée, sous l'initiative, d'une certaine façon, de l'amiral Merino et du général Leigh. Alors Merino, M-E-R-I-N-O, Leigh, L-E-I-G-H, on ne doit pas dire Leigh, mais bon, je ne sais pas exactement comment on dit. Et tous les deux, ils ont convaincu le général Pinochet, le récent commandant en chef, de constituer une junte pour prendre le pouvoir, ce qu'il n'a pas trop de mal à faire, et il retient et reçoit évidemment l'appui de la CIA dans ce projet. Et donc la conséquence, c'est que le 11 septembre, le palais présidentiel est encerclé et Allende trouve la mort. Alors, on raconte qu'il est tué, il est beaucoup plus probable qu'il se soit directement suicidé lors de la prise du palais, avec, et c'est toujours les petites particularités de la petite histoire dans la grande histoire, c'est-à-dire qu'en fait il s'est suicidé avec un fusil AK-47, un fusil mitrailleur qui lui avait été offert par Fidel Castro. Donc la junte, il n'y a plus de président, et la junte déclare la fin du gouvernement. Cette junte est dissoute le Congrès, elle s'attribue par là le pouvoir législatif, celui de faire les lois, elle annonce l'état de guerre interne et le couvre-feu, on n'a plus le droit de sortir, elle supprime la liberté de la presse, elle rétablit la censure, elle interdit les syndicats, en un mot. Avec cette junte, c'est la fin de la démocratie. Le 13 septembre, Augusto Pinochet, il est nommé président de cette junte. Il n'y a pas d'élection. Hop, ça y est, du jour au lendemain, il est nommé
président. On est dans l'antithèse, évidemment, de la démocratie. Dernier point, l'élimination de l'opposition. Je vous invite dans votre manuel Belin à consulter le document 3 et le document 5 de la page 61. Ça y est, vous avez lu le texte, vous avez regardé le tableau. Bon, le texte il est dur, hein. Il est dur parce que si on essaye de se représenter ce qui se passe, c'est violent évidemment. Les principaux dirigeants de l'UP, ils sont arrêtés, comme les soutiens publics de Salvador Allende, et c'est le cas par exemple de Victor Jara, J-A-R-A, qui est massacré, hein. On lui coupe les mains, on finit par le fusiller, en public évidemment, évidemment, oui et non, c'est-à-dire qu'avec d'autres personnes qui sont arrêtées dans le stade national, on va y revenir. Alors, on va pas y revenir, allons-y tout de suite. La diapositive 14 vous montre justement ce stade national, prison à ciel ouvert, dans lequel sont arrêtés, torturés des opposants à Pinochet, ou plutôt des partisans de Salvador Allende, les derniers remparts qui ont voulu faire vivre l'action de Salvador Allende. On va avoir une concentration de près de 7000 prisonniers dans ce même espace, qui vont subir la torture, on l'a dit, des exécutions sans aucune forme de procès. On est dans la négation du droit. La junte, elle exerce un pouvoir suprême, comme les monarques absolus. Elle décide de vie et de mort sur tout le monde finalement. Il y a sans compte à rendre. Il y a, sans aller jusqu'à dans le stade national, et c'est ce que montre la diapositive numéro 15, il y a des arrestations qui sont faites lors de ces opérations militaires, puis il va y avoir des exactions, des crimes, des exécutions qui sont mises en place directement à l'extérieur sans aucune autre forme de procès, comme dans tous les conflits, tous les grands conflits qu'on peut rencontrer dans le monde. Le même processus, il a lieu partout dans le pays, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à Santiago. Donc on parle de purge, c'est-à-dire qu'on va éliminer tous les opposants. Il y a à peu près 45 000 arrestations dans la totalité du Chili qui sont mises en place. Il y a des camps militaires qui sont construits sommairement pour arrêter ces partisans et sont exécutés. On appelle ça la caravane de la mort. Pourquoi ? Parce que c'est une tournée qui a été entreprise par le général Sergio Arellano Stark, S-T-A-R-K. Et en fait, à chaque fois, on arrête les gens, on les emprisonne, et puis il y en a qui sont tués. Si on fait le bilan de cette élimination de l'opposition, on a à peu près 3500 morts, auxquels il faut ajouter les disparus. Les disparus, parce qu'il y a des corps qui sont massacrés, qu'on n'est pas capable de retrouver, qu'on a disparu, qu'on a enterrés sans dire où est-ce qu'on les avait enterrés, et donc ces disparus, ils ne reviennent pas. On a eu un peu la même chose en Argentine, avec des opposants qu'on va jeter directement de l'hélicoptère, et donc l'identification du cadavre, au final, je vous laisse imaginer les difficultés que ça peut représenter. Puis si vous avez quelqu'un qui s'écrase dans votre champ, vous n'allez pas aller le dire à tout le monde. C'est une situation un petit peu compliquée. Bon bref, 3500 morts, auxquels il faut ajouter les disparus. On a 200 000 personnes qui vont s'exiler, c'est-à-dire qui vont quitter le Chili. Et l'air de rien, 200 000 personnes sur 10 millions d'habitants, ça fait presque 2% de la population. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2% de la population qui quitte le pays. Vous avez en France... alors, c'est un peu moins sensible aujourd'hui, mais quand... Moi, je suis né en 76, voilà, pour vous raconter ma vie. Et quand j'étais jeune, ça arrivait à mes parents... Enfin, ça m'avait marqué quand j'avais à peu près 10 ans, donc on était en 86. Et donc on avait été invité à une fête, et il y avait des Chiliens, et moi j'avais pas compris que c'était des réfugiés chiliens, mais ils avaient des positions politiques que j'avais trouvées très radicales. Puis la dame, elle parlait de plein de choses que je connaissais pas. Évidemment, je me suis toujours un petit peu intéressé à l'histoire, vous l'imaginez, donc il y a quand même des choses qui me parlaient. Donc elle parlait de la commune, et je comprenais pas exactement. Et elle était là, elle parlait tout le temps de Pinochet,
Et à l'époque, j'avais compris que Pinochet, c'était pas quelqu'un de gentil, quoi. Et donc il y avait vraiment ces exilés, ils vont continuer à entretenir ce douloureux souvenir de la répression de Pinochet. Il y a 35 000 personnes qui ont été torturées, donc peut-être que cette réfugiée, elle a été torturée. C'est une genre de question qu'aujourd'hui, si je la rencontrais, j'aurais effectivement des questions beaucoup plus précises à lui poser qu'à l'époque. Enfin bref. Dans l'élimination de l'opposition, il faut aussi parler de la DINA. DINA. La DINA, c'est quoi? C'est une police politique qui va être créée avec une mission simple de traquer les opposants. C'est la même chose que l'OKVD ou d'autres systèmes propres au régime totalitaire pour traquer les opposants. Et la DINA va travailler notamment avec un ancien nazi, un réfugié, Paul Schaeffer. En fait, il y a des réfugiés en Amérique latine. Il y a plusieurs nazis qui se sont réfugiés. Et il y a notamment Paul Schaeffer qui avait créé une petite communauté abominable dans ses pratiques. Enfin bref, je suis pas là. C'est pas le sujet, donc je vais m'arrêter là. Donc, on a une police politique qui traque les opposants. On a aussi la CIA qui va financer l'opération Condor. L'opération Condor, c'est quoi? C'est la coopération de plusieurs dictatures. Alors évidemment, on a la dictature chilienne, on a la dictature uruguayenne, paraguayenne, argentine, auxquelles vont se joindre de façon un petit peu plus ponctuelle la dictature brésilienne et bolivienne, et ils se mettent d'accord pour coordonner leurs actions et traquer leurs opposants. Et finalement, pour démonter des réseaux communistes et socialistes qui existeraient dans chacun de leurs pays. Alors, le reste de la population, notamment les partisans de la droite et du centre, eh bien, ils avaient fait le choix du coup de force. Ils avaient fait le choix de mettre fin, d'une certaine façon, à la démocratie en souhaitant que l'armée rétablisse la situation antérieure qui leur semblait économiquement préférable. Bon, le bilan, à la fin, pour une partie d'entre eux, ça va être de déchanter parce qu'ils y perdent leur liberté. Puis, pour certains, il n'y a pas de problème. Moi, je retrouve mon confort économique, je soutiens Pinochet, et puis tout va bien se passer. Il n'y a pas eu d'opposition civile si importante que ça au coup d'État, finalement. Enfin, du moins, ceux qui auraient pu s'y opposer, aux yeux des partisans communistes, ne l'ont pas été parce qu'on ne leur a pas donné d'armes et ils auraient pu empêcher ce putsch, mais on aurait une histoire différente avec une guerre civile puissante. Alors, essayons de conclure. On se demandait quel exemple de fin d'une démocratie donnait le Chili. Le Chili, c'est le symbole d'une démocratie qui est renversée d'abord avec le soutien d'une autre démocratie. Sinon, c'est pas n'importe quelle démocratie, puisque les États-Unis d'Amérique sont la première démocratie de l'ère moderne. Alors, il faudrait relativiser un petit peu. C'est pas l'ensemble des États-Unis qui a décidé de renverser Salvador Allende. C'est les services secrets des États-Unis d'Amérique parce qu'on leur a demandé de le faire. Et qui échoue cette responsabilité? Au chef de l'État. Or, on n'élit jamais. On élit les chefs d'État, mais on vote jamais pour les décisions qu'ils prennent en termes de diplomatie et qui sont bien souvent cachées de ce que le commun des mortels connaît. Bon, la suite de l'histoire pour Pinochet, c'est qu'il va malgré tout faire face dans les années 80 à des grandes manifestations, lui aussi, et qui vont le conduire à être obligé de relâcher de la pression. En fait, à chaque manifestation, il y a son lot de morts et de blessés parce qu'il y a la répression. Or, au bout d'un moment, il y a quand même des officiers, qui vont critiquer cette participation de l'armée à la répression. Et puis, parfois, les manifestations, elles sont trop considérables. Le 18 novembre 1983, par exemple, à Santiago du Chili, on a 500 000 personnes qui descendent dans la rue manifester. 1,5 million de personnes. Vous ne pouvez pas tirer dans le tas, faire une nasse avec tout le monde et tuer tout le monde. C'est pas possible. Ensuite, la politique qui a été menée
la politique économique qui a été menée par Pinochet, c'est un échec. En fait, on est dans un libéralisme à outrance. On va parler des Chicago Boys. En fait, on a des partisans de l'école libérale économique qui vont venir et dire ça va être une sorte de laboratoire pour eux du libéralisme à l'extrême. Ça marche pas. Hein. Donc, si le communisme à l'extrême marche pas, le libéralisme à l'extrême non plus, visiblement. Face à cette situation, il va essayer de maintenir son pouvoir qui est de plus en plus précaire et il va finir par annoncer un référendum sur son maintien au pouvoir. Et le non va l'emporter. En fait, il y a 56% des gens qui vont voter non, on veut plus de Pinochet. Ce qui fait qu'en 1989, la junte va disparaître du pouvoir. Elle va se mettre en place une démocratie, on va dire, la démocratie va revenir. Et puis Pinochet, il est malgré tout protégé par ce nouveau régime qui apparaît en 1989. Il est nommé notamment sénateur à vie, ce qui fait qu'il a une immunité. Et puis il a quand même une santé un peu fragile, donc il va décider en 1998 de venir passer des examens médicaux au Royaume-Uni, et c'est le moment où l'Espagne va jouer un joker et va demander son extradition et son arrestation. Et donc il est arrêté en Angleterre, il y a un vote des Lords, et à une voix près, ils sont 5, il y en a 3 contre 2 qui votent pour l'arrestation d'Augusto Pinochet. Donc il est arrêté l'anniversaire, le jour de son anniversaire, entre guillemets, le jour de ses 83 ans. Et puis finalement il va être libéré parce qu'on va juger que son état de santé se dégrade, ce qui va faire qu'il échappe à son procès. Alors je vous laisse regarder la dernière vidéo qui est présente dans votre K-Tex pour faire une petite idée de son état de santé. Est-ce que c'était la réalité ou est-ce qu'il a faim d'être gravement malade? Peut-être plutôt la deuxième solution. En fait, quand il va arriver au Chili, il va se lever de son fauteuil roulant au miracle et il va se lever pour saluer ses partisans. Et donc il va finir par mourir en 2006 d'un infarctus du myocarde. Voilà, ça c'était pour l'histoire d'Augusto Pinochet. Donc on a un exemple ici d'une démocratie qui va mourir parce qu'elle n'a plus le soutien du peuple et qu'il y a uniquement le chef de l'État qui est attaché aux institutions, et même ses partisans s'étaient peut-être rangés davantage derrière l'idée d'une guerre civile que derrière son exercice du pouvoir. Voilà. Donc là, il y a du travail pour toute la semaine au travers de la prise de notes de cette séquence. Je vous demande d'approfondir vos connaissances aussi, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans votre manuel. Notamment, il y a plusieurs documentaires qui ont été faits sur Salvador Allende. Alors, pour ceux qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin, il y a même un triptyque, il y a une série de 3 films très connus, vous les trouverez facilement sur internet, qui reviennent justement sur 70, 60, l'arrivée au pouvoir, donc 70, 71, 71, 72 et 73 sur la fin du pouvoir. Il y a, dans le 3e tome, c'est après, c'est la chute justement de Pinochet, la préparation de ce référendum. Voilà, il y a un film italien aussi de Nano Moretti qui s'appelle Santiago Italia et qui revient sur les réfugiés qui vont se présenter à l'ambassade d'Italie après le coup d'état de Pinochet. Voilà, j'espère que ce cours vous a intéressé. Nous parlerons cette fois de quelque chose d'un petit peu plus optimiste, c'est-à-dire le passage d'un régime dictatorial à la démocratie. C'est beaucoup plus agréable dans ce sens-là que dans l'autre. Et l'idée ici, c'était de vous montrer que les démocraties, elles ne sont pas forcément éternelles, même si on vit dans une démocratie et qu'on souhaite, moi en tout cas le premier, que cette démocratie soit éternelle. Merci de votre attention, bon courage et à bientôt.